Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des ressources épuisables et des conséquences économiques de leur usage. Ce que je veux dire par épuisable, c'est qu'une ressource existe dans une quantité limitée. C'est le cas bien sûr du pétrole, c'est le plus connu des cas des ressources épuisables, mais c'est aussi le cas du charbon, des métaux ou en fait de n'importe quelle ressource qui existe dans une quantité qui est limitée. En général, c'est plutôt normal qu'il y ait un stock limité des ressources. C'est le cas contraire, celui du bois ou bien du bétail qui se renouvelle constamment, qui est plutôt exceptionnel. Quand je parle de stock, je pense à un stock qui peut exister à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle d'un pays ou d'une région. Si je m'intéresse à l'économie d'un pays ou d'une région, j'ai beau savoir qu'il y a plus de cette ressource ailleurs, une fois qu'elle est terminée dans la région donnée, cette région va connaître des difficultés économiques dues au fait qu'elle n'a plus la ressource. Le stock dépend pas seulement de ce qui existe dans un certain lieu, mais aussi des techniques qui sont disponibles pour aller le chercher. Par exemple, dans votre jardin, si vous sortez les quelques mètres cubes de terrain que vous avez peut-être, vous allez pouvoir trouver des traces, plein de choses, y compris des métaux précieux, par exemple de l'or ou de l'argent. Sauf qu'il y en a tellement peu que le sortir de là vous coûterait beaucoup plus cher que la valeur de ce qu'il y a dedans. Donc, quelque part, c'est pas seulement la quantité de ce que vous avez, mais c'est la possibilité de façon raisonnable, à des coûts raisonnables de le sortir qui est important. La technique dont vous disposez. Et bien sûr, comme la technique évolue dans le temps, il se peut tout à fait que le stock qu'une région, un pays ou le monde entier possède d'une certaine ressource change grâce au fait qu'on a des nouvelles technologies pour aller les chercher. Il n'existe pas jusqu'à ce que cette nouvelle technologie arrive et ensuite, soudainement, il se trouve augmenté. D'habitude, on considère l'usage optimal de telles ressources sous divers aspects. Donc, il peut être envisagé du point de vue de celui qui possède les gisements, la mine, la ressource. Il peut être optimisé donc du point de vue d'un monopoleur, par exemple. Et on peut se poser la question de quelle est la façon la plus rentable d'exploiter une mine. Mais on peut aussi se poser la question de quelle est la façon plus rentable du point de vue du bénéfice, du bien-être public d'exploiter une ressource. Et il y a aussi un double discours qui est souvent possible à propos des ressources. D'un côté, on peut s'intéresser aux questions techniques et scientifiques de l'usage d'une ressource, et de l'autre côté, vous avez des questions de nature économique. Lorsqu'on pense aux difficultés de nature technique, on pense souvent à des améliorations dans la capacité de creuser, extraire, purifier, recycler éventuellement une ressource. Donc, quelque part, d'aller changer ou augmenter notre stock. Mais il y a aussi des limites qui sont de nature vraiment économique au problème des ressources épuisables, et c'est de ce problème-là que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, le premier qui s'est posé sérieusement la question de savoir quelles sont les limites économiques de l'exploitation de certaines ressources, c'était William Stanley Jevons en 1865, qui, le premier, en fait, a pointé du doigt l'existence d'un problème économique d'épuisement des ressources. Jevons s'était aperçu que la houille, le charbon, en fait, est une ressource clé de la puissance de l'Angleterre de son temps et que c'était en train de s'épuiser. Il écrit donc un livre qu'il intitule The Coal Question, en français c'est La question du charbon, pour étudier la vitesse d'épuisement et les conséquences économiques que cela peut avoir. Notamment, Jevons montre que le charbon est à ces moments-là exploité à une vitesse exponentielle et donc que ça va s'épuiser et que les mines finalement vont rapidement se vider
et il se pose la question de savoir qu'est-ce qui arrive après. Alors je dois m'arrêter un instant maintenant parce que c'est un sujet dont l'expertise va à un ami et un collègue à moi qui s'appelle Antoine Bismer, qui a écrit une thèse de doctorat qui est dense mais qui est tout à fait accessible à un public de non-spécialistes sur l'histoire de ces livres de Jevons, de l'exploitation des ressources. Après sa thèse, il a aussi publié un livre. La thèse est très très bien, le livre est encore mieux, et donc je vous laisse en bas en bibliographie la référence à ces deux travaux. Premièrement, Jevons souligne que même si un stock est techniquement accessible, il n'est pas forcément économiquement accessible. Il montre en effet qu'il existe un pic d'extraction maximale à l'échelle du gisement ou d'une nation, au-delà duquel la capacité d'extraire diminue, alors que probablement la demande a continué d'augmenter. Plus la montée a été rapide, plus les conséquences sont brutales. Et bien avant d'avoir atteint les limites d'extraction physique, technique, on ne sera plus du tout capable d'exploiter de façon rentable la ressource. En fait, on a beau dire que dans la mine, il y aurait encore des choses à sortir, ou que dans un pays, il y aurait encore des choses à chercher, c'est trop cher, c'est devenu trop cher. Jevons souligne un autre phénomène qui est de nature purement économique, qu'on appelle parfois le faire est bon. Des fois, on l'appelle aussi le paradoxe du Jevons. On a tous entendu dans le genre de débat ressources épuisables, etc., parler des solutions de nature technologique, technique au problème de l'exploitation. Par exemple, on pourrait imaginer des voitures qui consomment moins d'essence au kilomètre, des machines qui demandent moins d'énergie, et ainsi de suite. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que des améliorations techniques permettent de ralentir l'exploitation d'une ressource et de la faire durer davantage. Jevons affirme que non seulement c'est faux, mais en fait ça risque même d'être le contraire. En effet, imaginez que l'on dispose d'une voiture moins gourmande en essence. Ça fait baisser le prix au kilomètre parcouru. Cette baisse implique par contre qu'il va y avoir une plus grande demande d'utiliser la voiture. Elle coûte moins cher. Ça va être plus intéressant d'en s'en servir. De même, si une nouvelle technologie permet d'utiliser par exemple moins de charbon pour chauffer un moteur, pour faire tourner un moteur, cela rendra les moteurs moins chers, ce qui implique une demande plus élevée pour son usage, notamment parce que plus de personnes voudront s'en servir pour éventuellement de nouvelles applications qui étaient trop chères avant cette technologie et qui maintenant devient accessible. Au final, ça implique que plus de ressources sont utilisées à chaque fois que la technologie devient plus performante. Et donc, que la ressource s'épuise encore plus vite. Les conclusions de Jevons sont plutôt pessimistes, et il a d'ailleurs vu assez juste. Le charbon anglais a été épuisé, l'Angleterre a perdu son rôle de leader mondial. Tout particulièrement à propos de son paradoxe, Jevons montre que c'est un facteur économique plutôt que technologique qui pousse à l'épuisement, et c'est très très difficile de trouver une solution à ce genre de problème, parce que la solution, elle ne peut pas être tout simplement une meilleure connaissance scientifique, mais elle doit quelque part trouver un escamotage à propos du fonctionnement de la structure des marchés. Jevons s'interroge aussi sur que faire des gains dérivés de l'usage de ces ressources qui sont perdues à jamais. En fait, une fois que vous utilisez une ressource épuisable, vous pouvez éventuellement penser à une forme de recyclage, mais il y en a une partie qui est perdue, la totalité. Et bon, Jevons développe des réponses un peu naïves quelquefois, mais fondamentalement, l'idée qu'il soutient, qui reste une idée tout à fait pertinente, c'est d'investir les bénéfices qui dérivent de ces ressources-là que nous utilisons et donc ne seront plus disponibles pour les générations qui vont venir, dans quelque chose de transgénérationnel. Par exemple, dans l'éducation.
De cette façon, dit Jevons, au moins ceux qui, après nous, n'auront plus ces ressources-là pourront bénéficier des investissements que nous allons faire maintenant et qui vont durer dans le temps. Avec cette idée-là, il avance un problème qui est celui de comment utiliser de façon optimale une ressource qui implique des formes de répartition entre générations d'un bien. Finalement, reste la question de que faire pour éviter les conséquences de l'effet rebond, du paradoxe de Jevons. Jevons imagine un marché des ressources épuisables sans contrainte, bien sûr. Une chose qu'on pourrait imaginer de faire, c'est qu'on pourrait imposer des taxes sur les marchandises épuisables. Si par exemple on impose une taxe sur l'essence qui augmente au même rythme et qui diminue la gourmandise des moteurs, le prix reste constant. Il n'y aura pas d'effet rebond. Par contre, si on fait ça, le problème, c'est que qu'est-ce qui incite à inventer un moteur à moins gourmand? En principe, c'est les gains potentiels d'utiliser à moindre prix la voiture, de l'avoir pour un prix moins élevé. Et donc, si cet incitatif n'est plus là, parce que dès que le coût du moteur baisse, il y aura un impôt qui vient compenser, en fait, fondamentalement, tout incitatif à développer des technologies moins gourmandes disparaît. C'est donc un problème qui n'a pas de solution facile dans les cadres du mécanisme de marché. La question de la distribution intergénérationnelle et de la taxation optimale des ressources dépassait quelque part aussi le cadre de compétences économiques qui était celle de Jevons. Notamment la question de ralentir l'exploitation d'une ressource, du rythme idéal d'exploitation, de comment faire pour gérer à travers des mécanismes plutôt étatiques, plutôt privés, plutôt monopoles, plutôt oligopoles, etc. demandent des outils économiques qui sont assez sophistiqués et dont je vais vous parler à une autre occasion et qui dépassaient clairement les compétences de Jevons. Merci donc de votre écoute et à la prochaine occasion à la table des économistes.